Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Les Nations Unies alertent sur la famine en cours dans la région du Tigré en Éthiopie. Le Programme alimentaire mondial a fourni de l'aide aux populations de la zone, mais insuffisant, prévient l'organisation onusienne. Emmanuel Macron relativise la gifle à lui infligée par l'un de ses compatriotes. Le président français estime que la violence est le lot quotidien des femmes dans les ménages. Son gifle a écopé de 4 mois d'emprisonnement ferme. Et puis en Birmanie, Aung San Suu Kyi inculpée pour corruption. L'ex-dirigeante, renversée par la junte, est accusée d'avoir perçu plus d'1 million de dollars et une dizaine de kilos d'or de pots de vin. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, Organisation des Nations Unies, a donc fourni une aide alimentaire aux zones difficiles d'accès de la région éthiopienne du Tigré, une région ravagée par un conflit. Des dizaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition risquent cependant de mourir de faim. Alerte donnée par l'organisation onusienne. Des dizaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition risquent de mourir dans la région éthiopienne du Tigré, désormais touchée par la famine, ont mis en garde vendredi les Nations Unies. Les agences humanitaires de l'ONU ont prévenu jeudi que des millions de personnes au Tigré avaient besoin d'une aide alimentaire, dont 350 000 menacées de famine, et ont dénoncé le blocage de l'aide par des groupes armés. Les États-Unis et l'Union européenne ont pour leur part lancé jeudi un appel pressant à l'action pour lutter contre l'apparition de cette famine à la veille d'un sommet des dirigeants du G7 au Royaume-Uni. L'aide alimentaire est enfin arrivée dans les zones difficiles d'accès au Tigré. C'est une région qui, même avant le conflit, a été touchée par des chocs ces dernières années. Nous avons eu les criquets pèlerins l'année dernière, des tempêtes de grêle, certaines poches de la région qui sont déjà chroniquement touchées par la sécheresse. Cela signifie que c'est une région qui est déjà un peu à la limite. Maintenant, avec le conflit, la perturbation des systèmes de santé, l'effondrement des marchés dans de nombreuses régions, l'impossibilité de planter aujourd'hui parce que les gens n'ont pas assez aux semences, aux engrais ou à la sécurité nécessaire pour pouvoir planter, cela signifie que pour le PAM, la priorité numéro 1 va continuer à être l'aide humanitaire jusqu'à la situation permette aux gens de reprendre leurs moyens de subsistance, leurs activités et de répondre à leurs propres besoins de sécurité alimentaire. Le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a déclaré que quelques 30 000 enfants souffrant d'une sévère malnutrition dans ces zones extrêmement peu accessibles courent un grand risque de mourir sans accès humanitaire pour augmenter l'aide. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était en Côte d'Ivoire ce jeudi pour l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, un fléau qui ne doit donc pas être une fatalité, a-t-il déclaré à l'occasion. Les détails. Le fléau du terrorisme n'est pas une fatalité, ni en Afrique ni ailleurs. C'est une menace qu'il nous faut combattre comme nous continuerons à le faire au Sahel et comme nous le ferons ici ensemble, a déclaré Jean-Yves Le Drian en inaugurant l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, près d'Abidjan, aux côtés du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi et de son ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Nous le faisons avec cohérence et pragmatisme en mobilisant les meilleurs spécialistes dans des infrastructures optimales, selon le chef de la diplomatie française. Depuis ce moment, nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Ce site
à une contenance de 1100 hectares avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. La création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme dans une Afrique de l'Ouest, dont plusieurs pays sont en proie à des attaques djihadistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, Organisation État islamique, Boko Haram, avait été officialisée en novembre 2017 par le président français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara en marge d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan. La Cour d'appel de Conakry a condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme un opposant au président Alpha Condé. Il était poursuivi notamment pour diffusion de fausses nouvelles et attroupement illégal lors du grand mouvement de contestation contre le 3e mandat du chef de l'État guinéen. La Cour retient Oumar Silla, alias Foni Kemangue, dans les liens de la culpabilité et le condamne à 3 ans d'emprisonnement ferme, a déclaré le président de la Cour, Seydou Keïta. Le parquet avait requis le 3 juillet une peine de 2 ans de prison contre Oumar Silla, détenu depuis près d'1 an à Conakry. Une trentaine de partisans de l'opposant ont manifesté leur réprobation dans la salle et aux abords de la cour d'appel dans le centre de Conakry en scandant des slogans comme « Justice corrompue »,« Abus de 3e mandat » ou encore « Alpha Condé, zéro », a constaté un correspondant de l'AFP. Les avocats de Oumar Silla ont indiqué qu'ils introduiraient un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Oumar Silla était initialement poursuivi dans 2 affaires devant 2 tribunaux distincts pour diffusion de fausses nouvelles et menaces de mort d'une part et attroupement illégal non armé, participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public de l'autre. Il avait été relaxé le 11 janvier dans la première affaire, mais le parquet avait fait appel. Dans la deuxième affaire, il avait été condamné le 28 janvier à 11 mois de prison et avait fait appel. Les 2 affaires avaient finalement été jointes par la cour d'appel. Lors de son procès en appel, Oumar Silla n'a pas répondu aux questions du procureur qui lui demandait s'il reconnaissait avoir dit sur une radio privée qu'Alpha Condé est un dictateur, un sanguinaire, un tueur, ou avoir demandé à la foule de faire un assaut final sur les institutions. Oumar Silla est le responsable de la mobilisation du FNDC, coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, qui a mobilisé pendant des mois à partir d'octobre 2019 contre un 3e mandat du président Condé. En France, à propos de la gifle qu'il a reçue lors d'un déplacement dans la Drôme, Emmanuel Macron a estimé qu'il relativisera ce qui s'est passé. La violence, dit-il, c'est le quotidien, ce que subissent notamment les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnes, également de leurs conjoints. On l'écoute. La haine et la violence civile se justifient, existent à l'égard des dirigeants quand on ne peut pas les changer ou infléchir leurs décisions. Ça n'est pas le cas de la France. Et donc, toutes celles et ceux qui, évidemment, participent de ces gestes, et toutes celles et ceux qui les légitiment de quelque manière, mettent en cause les fondamentaux même de notre démocratie, c'est-à-dire la possibilité du dialogue, de la conversation, même de la controverse démocratique, qui est un trésor. C'est pouvoir ne pas être d'accord, parfois nous échauffer les esprits, peut-être nous énerver autour d'une table, mais en commençant, en finissant la discussion avec calme et respect. Et en ne manquant jamais de considération pour la personne humaine et sa dignité qu'il y a en face de moi. Citoyenne, citoyen. C'est cela. Et donc, rien dans notre pays ne justifie quelque écart à cela. Et en le disant, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est toutes les menaces chaque jour que nos parlementaires, nos maires peuvent avoir et les violences qu'ils subissent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la violence par elle-même dans la société, j'en ai beaucoup parlé. C'est là où je relativiserai ce qui s'est passé. La violence, c'est ce que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons. En Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée par la junte militaire, a été inculpée pour corruption. Elle est accusée par la junte notamment d'avoir perçu plus d'1 demi-million de dollars et une dizaine de kilos d'or de pots de vin. Le journal officiel The Global New Light of Myanmar
a indiqué ce jeudi que l'ancienne chef de facto du gouvernement civil a été inculpée pour corruption. Aung San Suu Kyi est notamment accusée d'avoir perçu $600 000 et plusieurs kilos d'or, de pots de vin et d'avoir utilisé abusivement des terrains. Interpellée au matin du 1er février et assignée depuis à résidence, la lauréate du prix Nobel de la paix 1991, renversée par un coup d'État militaire, fait déjà face à de nombreuses poursuites judiciaires allant de la possession illégale de talkie-walkie à l'incitation à des troubles publics et à la violation d'une loi sur les secrets d'État. Elle est aussi accusée d'avoir abusé de son autorité pour louer à des conditions avantageuses des terrains pour la fondation caritative Dawn Khin Kyi qu'elle présidait. Elle a donc été inculpée en vertu de l'article 55 de la loi anticorruption, précise le journal. Mais selon l'un de ses avocats, Kin Mongzao, ces accusations sont abusives. Aung San Suu Kyi, 75 ans, en cours de longues années de prison si elle est reconnue coupable. La junte ne cesse de resserrer son étau judiciaire contre l'ex-dirigeante, en bonne santé selon ses avocats, malgré les semaines passées à l'isolement. 2 procès sont déjà prévus dans la capitale, Naypyidaw. Elle sera jugée à partir du 14 juin pour importation illégale de talkie-walkie, non-respect des restrictions liées au coronavirus et violation d'une loi sur les télécommunications. Dans une deuxième procédure, elle comparaîtra à partir du 15 juin pour sédition aux côtés notamment de l'ex-président de la République, Win Myint. L'ex-chef de facto du gouvernement pourrait aussi être appelé à comparaître ultérieurement à Rangoon pour violation de la loi sur les secrets d'État. Mais aucune date n'a été fixée pour le moment. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.